On parle évidemment dans le cadre du Festival du Mieux Manger d'agriculture durable, d'alimentation, avec Karine Jacquemart, des dangers de l'alimentation, hein, en plein scandale autour du cadmium, mais j'ai la sensation qu'il des scandales autour de l'agriculture et de l'alimentation, il y en a à peu près un par semaine, un qui chasse l'autre d'ailleurs, hein, parce que une fois qu'on a fini d'en parler, on parle du suivant et puis on oublie de lutter contre le précédent. La ville de Paris soutient à la fois grâce au levier de la commande publique et grâce à une action territoriale avec plusieurs collectivités à 250 km autour de Paris, donc tout le long du bassin de la Seine. Nous soutenons les méthodes agricoles les plus durables, les plus vertueuses à travers toute une série de dispositifs. D'abord avec le levier de la commande publique, hein, puisque la commande publique pour notre restauration collective permet d'apporter des débouchés sûrs et rémunérateurs pour les agriculteurs qui s'engagent dans les démarches les plus durables, évidemment l'agriculture biologique. Et puis également à travers la structuration, tout un travail de structuration des filières d'agriculture et d'alimentation durable que nous avons lancé grâce à cette association de coopération territoriale qui s'appelle AgriParis-Seine et un consortium de collectivités, d'organismes intitulé Seine nourricière et dont l'objectif est d'installer, de financer des projets structurants à 250 km autour de Paris pour structurer donc les filières d'agriculture et d'alimentation durable et que la restauration collective de l'ensemble des collectivités qui composent ce consortium soit irréprochable. On est à Paris pour notre restauration collective à 60% de bio durable, dont 45% de bio, mais l'objectif c'est 100%, donc on continue d'aller vers cet objectif-là, mais avec vraiment l'idée de structurer en amont les filières pour accompagner la transition écologique du territoire. Et accompagner la transition écologique du territoire, c'est aussi porter le plaidoyer pour des méthodes agricoles les plus vertueuses, qui apportent un revenu décent aux productrices et aux producteurs, qui rendent service à la nature plutôt qu'elles ne se servent de la nature, et qui préservent la santé des écosystèmes et la santé publique. Et c'est soutenir les démarches comme celle de nos débattrices. Donc merci à vous d'être là. Bienvenue à l'Académie du Climat. Moi je ne suis je ne suis que de passage, puisque notre hôte c'est Sarah Albi, la directrice de l'Académie, mais bienvenue aussi au sein du Festival du Mieux Manger. Voilà, je vous laisse. Merci beaucoup Audrey. Merci beaucoup de nous avoir proposé de clore cette semaine très très riche de festivals autour du mieux manger, donc co-organisé par l'Académie du Climat et la Ville de Paris. Nous avons choisi ce soir d'intituler cette table ronde « Le coût du bien manger, reprenons le pouvoir sur nos assiettes ». Et j'ai la chance d'être entourée de deux intervenantes avec des parcours très riches et très complémentaires pour aborder ce sujet ce soir. Nous allons explorer ensemble pendant 1h30 à la fois combien coûte le système agricole et alimentaire pour les consommateurs, pour les producteurs, productrices et pour la société dans son ensemble, dans un contexte où manger sainement des produits qui sont respectueux de l'environnement, des paysannes, paysans, devient un luxe que de plus en plus de ménages ne peuvent plus se permettre. Et donc nos objectifs pour cette session, il y en a 3. Ce sera d'abord de sortir des injonctions individuelles culpabilisantes sur pourquoi changer notre alimentation à titre individuel. C'est également de partager un constat commun sur qui a réellement le pouvoir dans les systèmes agricoles et alimentaires aujourd'hui. Et le 3e objectif, c'est d'explorer ensemble comment reprendre le pouvoir sur nos assiettes. Donc moi je me présente rapidement, je suis Mathilde Douillet, je suis agronome et économiste et pendant plus de 10 ans j'ai travaillé notamment à la Fondation Carasso à soutenir le changement du système agricole et alimentaire en France, en Europe et à l'international. Et aujourd'hui je suis chercheuse indépendante associée à l'IDRI notamment. Et donc je vais demander à nos intervenantes de se présenter. Karine, est-ce que tu peux te présenter et présenter Foodwatch ? Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Donc moi je suis Karine Jacquemart. En fait ça fait plus de 20 ans que j'ai décidé de m'engager en association, donc plusieurs années avec Action contre la faim, notamment en Afrique, et plusieurs années avec Greenpeace International, notamment en Afrique, puisque je m'occupais de la campagne forêt du bassin du Congo et aussi protection des droits des populations, puisque on va le redire, mais justice sociale, justice environnementale,
justice climatique, tout ça doit être lié. Et là, ça fait une dizaine d'années que je développe l'association Foodwatch, qui est un contre-pouvoir citoyen 100% indépendant, puisque c'est vraiment une asso loi 1901 qui a 0 subvention publique, 0 don d'entreprise. Donc c'est vraiment, voilà, nous toutes et tous, où on se serre les coudes, on se donne les moyens avec les dons des individus, et puis surtout, on tient tête au lobby de l'industrie, on va en reparler. Merci beaucoup. Marie, est-ce que tu peux te présenter le Secours catholique? Là, ouais, c'est mieux. Bonsoir à tout le monde. Donc, moi, c'est Marie et je travaille donc au Secours catholique sur les questions d'accès digne à l'alimentation de qualité, comme on l'appelle dans l'asso. Pour un petit mot de parcours, moi, je suis plutôt entrée sur les questions, la même histoire d'articulation entre justice sociale et questions environnementales à travers le concept de justice environnementale pour avoir travaillé aux États-Unis sur ce sujet. Donc, ça renvoie souvent à une exposition plus forte des populations plus précarisées à des nuisances environnementales, donc plus de pollution et un moindre accès à des ressources. Et donc ça fait 15 ans que je suis tombée dedans d'une certaine manière. Et aujourd'hui, je continue à travailler cette articulation autour de l'alimentation au Secours catholique où je suis depuis donc 6 ans. Et la petite particularité de cette association sur le sujet, c'est qu'on ne fait pas de l'aide alimentaire classique, disons. On a tout un tas d'actions qui vont depuis des épiceries sociales et solidaires jusqu'à des jardins, des groupements d'achat et beaucoup d'aides financières. Et c'est important que je le précise pour la suite un peu du débat parce que ça dit beaucoup du pourquoi de ma présence ici. C'est-à-dire qu'on a fait le choix de plutôt privilégier les aides financières qui permettent aux personnes de faire leur propre choix sur leur alimentation en magasin plutôt que des colis voilà, où ils ont de facto quelque chose qu'ils n'ont pas forcément choisi et qui ne correspond pas forcément à leurs habitudes alimentaires et culturelles. Merci beaucoup Marie, ça promet d'être très riche. Donc on va commencer dans la première partie. On va poser le constat sur les failles du système alimentaire actuel et pourquoi il est si difficile de le transformer. Karine, tu as écrit un livre récemment que tu as devant toi, publié aux éditions Payot sur les dangers de notre alimentation, où tu décris précisément le sujet. Donc est-ce que tu peux nous dire qui a le contrôle sur nos assiettes aujourd'hui et avec quelles conséquences ? Donc en fait, ce dont on se rend compte, c'est que 70% des achats alimentaires qui sont faits dans les supermarchés, ça veut dire que c'est ceux qui décident ce qu'il y a dans les rayons des supermarchés, la qualité ou le manque de qualité des produits et à quel prix, qui décident en fait ce qui est accessible ou pas et à qui. Et ce dont on se rend compte quand on creuse, c'est qu'en plus, non seulement ils contrôlent notre alimentation et cette offre alimentaire, mais ils en profitent pour orchestrer de toutes pièces un marché à 2 vitesses. Autrement dit, quand vous avez un budget limité, ça tombe mal avec les politiques antisociales depuis des années en France. Il y a beaucoup de gens qui ont un problème de pouvoir d'achat et des budgets limités. Quand vous avez un budget limité, c'est la double peine parce que vous avez encore moins le choix. Et je donne juste 3 derniers exemples pour illustrer ça. On a fait une enquête sur le sucre. Le 15 janvier, Foodwatch a publié une enquête sur 400 produits. Déjà, il y a beaucoup trop de sucre ajouté partout dans l'offre alimentaire industrielle. Voilà. Donc faites-y attention, c'est pas facile parce que le sucre caché se cache derrière une vingtaine de noms différents. Il y en a trop. On en trouve même dans des boîtes de conserve de petits pois, pour vous dire à quel point, même derrière des légumes, ils le cachent. Mais quoi qu'il en soit, on a regardé autre chose. On a regardé dans 12 catégories de produits la quantité moyenne de sucre dans les 5 produits les moins chers par rapport à la quantité moyenne de sucre dans les 5 produits les plus chers. Eh bien, dans les 12 catégories sans exception, les produits les moins chers étaient plus sucrés. Vous avez moins d'argent, les alliés des consommateurs qui vous vendent des produits pas chers parce qu'ils sont trop sympas, vous orientent en fait vers des produits qui sont moins bons pour la santé. Deuxième exemple, il y a une quinzaine de jours, on a publié avec 6 autres associations, Foodwatch a mené une enquête avec 6 autres assos, et on a publié les résultats sur les promotions, vous en avez peut-être entendu parler. On a scanné 5000 promotions dans les supermarchés, et qu'est-ce qui sort? 66% de ces promotions concernent des produits qui sont contraires aux recommandations de santé publique. J'ai bien dit contraires aux recommandations de santé publique. Là où les recommandations de santé publique, c'est augmenter la consommation sur tel et tel aliment, et en revanche baisser sur tel et tel aliment. On ne dit pas interdire, mais enfin, en tout cas, il faut réduire. Ça veut dire que là, en responsabilité, ou plutôt en irresponsabilité,
ces supermarchés décident, encore une fois, d'attirer vers des prix bas, certes, mais qui en fait ont un coût phénoménal sur la santé publique. Et les coûts, c'est toi Marie qui va les décrire. Je vous donne juste un dernier exemple, parce qu'on parle aussi des additifs. Vous avez entendu parler de la campagne pour faire interdire les additifs à base de nitrite et nitrate, qu'on utilise beaucoup dans la charcuterie, qui présentent des risques pour la santé qui sont largement documentés. Et on voit bien que les industriels, les Fleury-Michon, Erta, Madrange et compagnie, savent faire autrement, puisque vous voyez dans les rayons qu'il y a des produits sans ces additifs. Mais dans la plupart des cas, oui, je suis toujours hyper factuelle et prudente, hein, dans la plupart des cas, j'attends de voir les cas contraires d'ailleurs, les produits qui sont sans ces additifs sont vendus plus cher. Pour la niche de personnes qui peuvent se le permettre. Mais si vous avez un budget limité, eh bien on va vous garder des produits avec ces additifs moins chers, parce que vous pouvez bien être exposé à un risque supérieur de cancer colorectal si vous êtes pauvre en fait. Hein. Et c'est ces mêmes marques qui ont bloqué un projet de loi pour interdire ces additifs alors qu'ils sont dangereux pour la santé. Voilà. Donc moi ce que je veux dire ici, c'est on vous voit, et collectivement, c'est ce qu'on peut dire avec des conférences comme aujourd'hui, avec des livres, avec des coalitions d'associations. En tout cas, on dit on vous voit. Et ça n'est pas possible d'accepter que quelques entreprises, non seulement contrôlent le marché, mais se permettent de le faire au détriment de la santé publique et avec des coûts absolument colossaux qui ont été mesurés par nos alliés du Secours catholique, entre autres. Merci Karine. Marie, vous avez publié au Secours catholique avec des partenaires en octobre dernier une étude intitulée « L'injuste prix de l'alimentation » dans lequel vous avez chiffré justement les coûts directs et indirects pour la puissance publique du système alimentaire actuel. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, avec grand plaisir. Ça marche là, le micro? Ouais. Effectivement, donc on a publié cette étude qui a un double titre qui est l'injuste prix de notre alimentation, quel coût pour la société et la planète. Et on l'a fait avec Solidarité Paysans, le réseau CIVAM et la Fédération française des diabétiques, justement pour représenter ces différents coûts sociaux, environnementaux et pour la société, que l'on soit du côté des consommateurs-consommatrices ou que l'on soit du côté des producteurs-productrices, puisque Solidarité Paysans est une association qui accompagne les producteurs et productrices en difficulté sociale. Et donc on a fait cette étude avec une question qui était, mais finalement, quel est le vrai coût de notre alimentation? C'est ce que l'on voulait montrer, c'est-à-dire pas seulement le prix que vous payez en caisse, mais le prix que vous payez une fois passé en caisse, par vos impôts, par vos taxes, pour montrer qu'en réalité, eh bien, on paye beaucoup plus que ce que l'on pense et que les dégâts d'une alimentation peu chère en magasin sont colossaux. Et qu'il faut arrêter d'opposer ces sujets sanitaires, sociaux, environnementaux et de production agricole. C'est vraiment pour ça qu'on s'est dit, calculons le vrai coût, avec une vraie dépense publique derrière de cette alimentation, pour montrer que c'est tout à fait stérile d'opposer la question environnementale à la question sanitaire, à la question de la juste rémunération des producteurs et productrices, à la question de l'accessibilité d'une alimentation durable et de qualité pour tout le monde. Parce que c'est ça à quoi on est confrontés, nous, associations, tous les jours, c'est ouais, c'est ok votre sujet, mais si on fait ça, derrière, bon, bah, faut accepter que certains soient pas bien rémunérés. Bon, bah, ok, si on fait des normes environnementales plus importantes, ça va être vraiment très dur hein, pour les personnes qui vont pas pouvoir accéder à cette alimentation. Et quand on est face à ces situations très concrètes de personnes qui ne peuvent pas accéder à cette alimentation durable et de qualité, on voit au contraire les dégâts sanitaires que ça cause en termes de santé physique et de santé aussi mentale, d'isolement social, de culpabilisation, on en parlait, sur le fait de donner une alimentation inadéquate à ses enfants ou dont on sait qu'elle est mauvaise aussi pour leur santé, et puis le souci de ne pas contribuer à un sujet de société, de se dire ah, bah, moi j'ai envie d'être solidaire avec ceux qui sont dans la même mouise que moi, en fait. Et je ne peux pas, parce qu'on me dit qu'il faudrait que j'achète en magasin quelque chose de mieux pour mieux rémunérer celui qui est en bout de chaîne, mais je ne peux pas. Et donc, en fait, c'est vraiment ces exemples dont on a voulu sortir en calculant ce vrai coût de l'alimentation. Et comment on l'a fait? Donc, on l'a fait à l'aide d'un bureau d'études qui s'appelle le BASIC, et on a calculé deux choses. On a calculé ce coût des impacts négatifs,
Donc tout ce qui est dégradation des sols, pollution de l'eau à cause de notre modèle agricole et alimentaire, pollution, bien sûr, émissions de CO2, tout ce qu'il y a en termes d'impacts environnementaux, tout ce qu'il y a en termes d'impact sur la santé. Santé, quand on mange des choses qui sont trop grasses, trop sucrées, trop salées, ou par une production liée à un ensemble de pesticides. Donc aussi impact sur la santé des producteurs et productrices, et tous les impacts sur la société que l'on a pu prendre en compte, notamment l'incapacité à se rémunérer par son travail quand on est au début de la chaîne de production. Et tout ça nous a permis de dire que c'est à minima 19 milliards qu'on compense en termes d'impact négatif chaque année en France pour les effets négatifs de notre système agricole et alimentaire. Et cet argent, ce n'est pas quelque chose de fictif, c'est les vraies dépenses de l'État. Donc ça peut paraître des impacts minimes, mais ça signifie surtout qu'une partie de ces impacts sont certainement peu compensés en réalité. Puisque c'est vraiment aujourd'hui, par exemple, combien l'État met sur la table pour compenser le fait que l'on a trop de diabète, enfin qu'on a beaucoup de diabète en France, ou qu'on a une augmentation du nombre de personnes atteintes par l'obésité, etc. Donc, puisque le gros de ce 19 milliards, c'est 12 milliards d'euros pour la santé, et en particulier la santé des consommateurs-consommatrices. L'autre chose qu'on a calculé pour se dire le vrai coût de notre alimentation, c'est donc ces impacts négatifs, mais c'est aussi combien la puissance publique met sur la table pour faire en sorte que tout ça fonctionne, que l'on puisse avoir des cantines, que l'on puisse avoir de l'aide alimentaire, que l'on puisse avoir des producteurs et productrices qui survivent. Et donc, c'est là qu'on voit qu'en fait, on a aussi 48 milliards d'euros sur la table qui permettent à tout ce système de fonctionner ou de dysfonctionner, puisqu'en fait, on alimente un système qui a ses propres impacts dont je viens de parler. Et pour nous, ce qui était important de dire, c'était plutôt de dire, prenons ça comme une bonne nouvelle d'une certaine manière. Il y a beaucoup d'argent sur la table, donc on a une puissance d'agir disponible dans un contexte où on nous rabâche effectivement qu'il n'y a pas d'argent disponible. Merci Marie. Du coup, deux résultats très importants. Il y a de l'argent public qui est mis dans le système qu'on ne souhaite plus, mais qui existe. Et il y a énormément d'argent pour compenser les effets négatifs. Et d'ailleurs, tu ne l'as pas mentionné, mais les 19 milliards, c'est probablement, enfin c'est très certainement, largement sous-estimé en termes d'impact, parce que dans cette première version de l'étude, il y avait un certain nombre de données qui ne sont même pas calculées et publiques. Donc voilà, donc on sait très bien que les coûts sont beaucoup plus importants que ces 19 milliards, qui étaient quand même une manière de donner à voir les financements existants. Est-ce que tu peux nous mentionner au Secours catholique, dans votre travail de terrain et avec les membres localement, et à travers les résultats de l'étude que vous avez discuté aussi avec des personnes, à la fois des paysans, paysannes, avec vos partenaires et des personnes concernées, cette étude, c'était aussi la manière de battre en brèche un certain nombre d'idées reçues sur quelles seraient les solutions pour changer le système, et notamment le fait que tout serait une affaire d'éducation. Oui, alors d'une manière générale, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup quand on travaille sur la précarité alimentaire. Je ne sais pas si certains et certaines d'entre vous ici sont concernés par ça, mais on se dit souvent, mais si les gens mangent mal aujourd'hui, c'est parce qu'ils sont mal éduqués. Oui, il y a un facteur éducation dans l'équation, mais souvent c'est l'arbre qui cache la forêt, c'est pas du tout l'ensemble de l'équation. Et ça, on le voit, en fait, de manière générale, depuis des années, quand on est confronté donc, à ces situations de précarité alimentaire, on voit bien que si on n'a pas accès en quantité et en qualité suffisante de son alimentation, c'est parce que derrière, il y a une question de ressources disponibles. C'est une question de revenus. Les personnes n'ont pas forcément les moyens de s'acheter les 5 fruits et légumes par jour ou pour nourrir leurs enfants. C'est une question aussi d'environnement alimentaire, comme on le dit, c'est-à-dire qu'est-ce qui est disponible autour de chez soi pour se nourrir et qu'est-ce qui est accessible physiquement. Les personnes, ce qu'elles nous racontent, c'est moi, pour aller au marché, typiquement, je dois prendre 2 bus, ensuite je dois marcher 1 kilomètre et ensuite c'est pas toujours sûr que je puisse rentrer. Donc souvent il y a un problème aussi d'accessibilité géographique. Et enfin, ça c'est aussi pour dire qu'il y a plein de choses qui orientent nos comportements et nos habitudes alimentaires, et tout ce qui va être aussi publicité, qui va de toute façon orienter vos choix. Et c'est tout ça pour dire qu'on a depuis des années le souci de dire si on veut lutter contre la précarité alimentaire,
c'est par ce biais-là, c'est en touchant ce qu'il y a autour de chez les gens, c'est en touchant leurs revenus et leurs ressources. Et voilà, l'éducation, c'est un tout petit bout de la lorgnette. Et l'étude permettait juste de remettre un coup important là-dessus, de dire les politiques publiques doivent absolument sortir de cette idée de la responsabilisation individuelle. On n'en est plus là aujourd'hui pour les raisons que je viens de vous expliquer, et au moins 3 éléments supplémentaires qui étaient montrés dans l'étude par rapport à ça. C'est le 2 poids, 2 mesures qui crée cette injonction contradictoire très forte pour les personnes, avec le coût, disons plutôt l'investissement sur la publicité qui est mis par les acteurs dont on parle, de l'aval, donc surtout grande distribution et industrie agroalimentaire. C'est 5 milliards d'euros par an qui est mis pour de la publicité sur les produits alimentaires, dont la majorité pour des produits trop gras, trop sucrés, trop salés. Donc, comme tu le disais, on a travaillé dans cette étude aussi avec des personnes concernées par la précarité et du milieu agricole. Et elles, ce qu'elles ont fait ressortir après 2 ans de travail, c'était ce sentiment d'injonction contradictoire insupportable. De dire, mais bien sûr, moi j'ai compris, il fallait que je mange 5 fruits et légumes par jour, mais d'une part, j'ai pas forcément les moyens, et d'autre part, je suis assaillie en fait d'autres propositions. Donc moi, j'ai envie que mes enfants ils se sentent insérés dans la société. Donc quand ils ont envie d'acheter ce qu'on leur propose et ce qu'ils voient à la télé, bah, je vais pas. Enfin voilà, j'ai un dilemme que l'on comprend tout à fait. Et donc ça, c'était un des éléments importants pour appuyer le fait qu'il faut sortir de cette responsabilité individuelle, parce qu'il y a ce poids aussi de la publicité qui est très important. Autre élément qu'on a montré dans l'étude, c'est que c'est un truc en fait qui était assez connu, mais on a montré de manière un peu plus chiffrée, le fait qu'aujourd'hui, les prix sont beaucoup plus basés, non pas sur les coûts de production des producteurs-productrices, mais sur l'image de marque et, encore une fois, la publicité. Donc, de toute façon, il faut que les distributeurs et les industriels aient la denrée première au plus bas prix. Et ça, derrière, ça a des conséquences aussi pour notre santé, très directement, avec une production de plus en plus ultra transformée. Et donc ça a des conséquences sanitaires que l'on connaît. Et donc, en fait, si on n'agit pas à ce niveau-là, on a tout un pan sur cet aspect sanitaire qui ne sera pas résolu. Et peut-être, dernier point qui n'est pas des moindres pour nous, qui était super important sur cet aspect démocratique, c'est que les personnes des groupes nous ont dit, mais en fait, tant qu'on va me considérer que comme un consommateur et comme une consommatrice, et qu'on va regarder mon pouvoir de contribution en tant que citoyen finalement à travers mon portefeuille, je ne peux pas contribuer à cette question de société. Et donc ils nous ont transmis ce sentiment d'exclusion supplémentaire en fait à un sujet de société qui est qu'est-ce qu'on fait de notre alimentation, comment on rémunère les uns les autres, comment on s'organise pour se nourrir. Et voilà, ils ont vraiment appuyé ce sentiment d'exclusion supplémentaire quand en fait on ne leur dit qu'ils peuvent agir seulement que par leur portefeuille et leur mode d'achat. Merci Marie. Et ce sujet des tensions qu'on ressent de plus en plus autour de l'alimentation, en fait, il y a une étude qui est sortie il y a 2 jours de la Fondation Jean Jaurès avec des données de l'Obsoco qui s'appelle La France à table. C'est la 2e édition. Et avec ces données-là, ils ont montré qu'en fait, c'est des tensions qui traversent l'ensemble de la société française. Et j'ai sorti 3 chiffres, 3 données, moi, qui m'ont vraiment marqué. Le premier, c'est qu'il y a un fort recul depuis les dernières données qu'ils avaient regardées du plaisir lié à l'alimentation. Et c'est en partie lié au fait qu'il y a une forte augmentation des contraintes, notamment économiques, pour l'ensemble des Français et Françaises pour leurs dépenses alimentaires. Donc il y a presque 40% des Français qui déclarent se restreindre dans leurs achats, leurs dépenses alimentaires. Et il y a aussi une très très forte augmentation de la défiance envers l'offre. Et donc ça, c'est une manière de te renvoyer la balle, Karine, aussi, sur ce sujet en fait de la difficulté de passer, de se contenter de ce discours sur l'éducation et l'alimentation. J'aimerais bien que tu commentes un peu aussi, toi, de la bouche de qui tu l'entends, ce discours, et à quoi il sert en fait. Absolument. Il marche pas? Je te reprends. Il marchait? Ouais. Oui, parce que en fait, ce qu'il faut bien voir, on voit clair dans leur jeu, c'est que moi, ça m'est arrivé encore il y a 2 semaines. J'ai eu un rendez-vous avec des conseillers au cabinet du Premier ministre. Franchement, ils en avaient rien à faire. C'était fou, hein, je le dis publiquement, là c'est enregistré, mais parce qu'à un moment donné, il faut que ces gens prennent leurs responsabilités. On parle quand même de santé publique, d'accès d'un droit fondamental.
Je répète, c'est un droit fondamental, l'accès à une alimentation saine, choisie, durable, abordable. Donc les droits fondamentaux, à un moment donné, il faut les faire respecter. Et que ce soit là, et j'étais au ministère de l'économie à Bercy quelques jours après, et à chaque fois, il y a un moment dans la discussion, parce que notamment on se bat pour de la transparence sur les marges, en disant, bah, très bien, nous on a démontré fin 2023 que aussi bien l'industrie agroalimentaire que la grande distribution profitaient de l'inflation. C'est chiffré, il y a un communiqué de presse du 29 novembre 2023 sur le site de foodwatch.fr, c'est chiffré. Donc maintenant, quand ils disent et qu'ils prétendent que ce n'est pas vrai, ils ne profitent pas de l'inflation et des marges sur les produits les plus sains, qu'ils le prouvent. Donc ils seront d'accord pour être transparents. Donc on travaille là-dessus et on travaille sur une demande à laquelle d'ailleurs s'était engagé pour ce que ça vaut Emmanuel Macron et à l'époque Bruno Le Maire, de modération des marges justement sur les produits les plus sains et les plus durables. Et à un moment, alors qu'on parle concrètement de ces choses-là, il y a toujours un moment où ces interlocuteurs nous disent « Oui, enfin quand même, c'est surtout une question d'éducation, non ?» Et en fait, c'est insupportable. C'est insupportable, pourquoi? Parce que, comme le disait Marie, ça va, on n'est pas idiot, on peut voir la complexité d'une situation. Donc bien sûr qu'il y a plein de responsabilités différentes. Bien sûr que l'éducation joue un rôle nécessaire, mais totalement insuffisant. C'est surtout une stratégie de diversion pour ne surtout pas regarder là où ils ne veulent pas qu'on regarde, et ça tombe mal parce que nous, c'est là qu'on regarde, sur la responsabilité de l'industrie agroalimentaire, de la grande distribution, qui, encore une fois, contrôle totalement ce marché et nous impose leurs choix, qui sont des choix contraires à l'intérêt général, à la santé publique et à ce droit fondamental d'une alimentation saine, durable et abordable pour tout le monde. Donc c'est une stratégie de diversion, et là, il faut remettre les responsabilités là où elles sont, et c'est pour ça qu'il faut que nous, voilà, citoyennes, citoyens, on se serre les coudes pour envoyer les messages dans les ministères, comme je le fais, mais aussi partout ailleurs, certes dans notre capacité d'achat, mais aussi partout ailleurs. En fait, c'est pas OK. Et c'est pas OK de vous cacher derrière votre petit doigt en cherchant en plus à culpabiliser. C'est-à-dire que là, on est quand même dans une société où il y a des politiques assez antisociales, franchement, avec des inégalités qui se creusent. Donc une part de plus en plus grande de la population qui n'a pas les moyens de grand-chose, et certainement pas d'accéder à une alimentation saine et durable quotidiennement. On a des injonctions contradictoires, on met des gens, c'est d'une violence. On vous dit toute la journée, mangez 5 fruits et légumes par jour, mais on ne vous donne aucunement les moyens de le faire, c'est d'une violence. Mais on vous dit, c'est quand même votre faute, hein. Alors, en fait, il faut dire, ça suffit, en fait, c'est pas OK. Et donc, effectivement, cette stratégie de diversion, on la voit, et donc nous-mêmes, on la contourne pour dire ensemble, votre responsabilité à vous, on aimerait bien qu'on en parle, parce que vous ne pouvez pas à la fois contrôler 80% du marché, prétendre que vous êtes les alliés des consommateurs, et faire comme si vous ne voyez pas que ce système nous envoie dans le mur et est en train de détruire le vivant, la santé et la démocratie par le lien social qui est censé représenter l'alimentation. Merci Karine. Et donc la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des solutions. Et donc on va passer à la deuxième partie de cette table ronde. Comment est-ce qu'on agit? Restez avec nous, on peut agir, promis. C'est vrai, promis, ça va être positif maintenant. À partir de maintenant, que du positif. Donc Marie, est-ce que tu peux peut-être commencer par nous dire comment ce rapport que vous avez publié, comment est-ce que ça a été une manière de sortir de l'impuissance pour les personnes que vous accompagnez et avec qui il a été discuté, justement? Merci. Oui, il y avait deux choses peut-être globalement, vous l'aurez compris, on voulait vraiment, ça a été très lié à la méthode qu'on a choisie pour ce fameux calcul du vrai coût de notre alimentation. C'est, on avait quand même identifié ce contexte budgétaire très contraint et donc dire, on veut trouver des marges de manœuvre financières aussi pour répondre à cette équation qu'on juge aujourd'hui insoluble, et à nos yeux qui ne l'est pas, qui doit être la juste rémunération, l'accessibilité à une alimentation bonne pour la santé et notre environnement, pour faire court. Et donc on voulait avoir des vraies dépenses devant nous, pour se dire où est-ce qu'on peut peut-être bouger des lignes. Et donc ça, pour nous, c'était aussi redonner une forme de pouvoir d'agir aux différents acteurs avec lesquels on travaille, et nos interlocuteurs aussi politiques, de dire, bon, voilà, on a les 49 milliards, et un point important en plus qui était dans la discussion, qui est que ces 49 milliards de soutien public à ce système, ce n'est pas du tout que la PAC. Donc on ne pouvait pas nous renvoyer en plus à l'idée que tout se joue simplement au niveau de l'Union européenne, et nous, en France, on ne peut pas faire grand-chose par rapport à cette manne financière, puisque 60% de ces 49 milliards, c'est en fait du budget de l'État français, de la puissance publique française. Donc pour nous, ça, c'était aussi déjà redonner un pouvoir d'agir
peut-être pour la partie un petit peu plus geek de notre réseau et de nos acteurs, pour dire voilà ce qu'on peut changer très concrètement, ou en tout cas ce qu'on va pouvoir creuser pour comprendre les impacts de tel et tel financement et ce qu'on pourrait réorienter dans le bon sens. Et l'autre, ce qu'on a cherché aussi, c'était pas faire un rapport technique seulement. Donc on a eu un énorme effort de vulgarisation pour que nos différents réseaux, qui ont la similarité d'être des réseaux très ancrés localement, qui ont tous des groupes locaux, que ce rapport soit très vulgarisé pour que chacun et chacune, à partir de ce rapport, puisse s'approprier la question et comprendre ces liens qu'il y a, donc encore une fois, entre précarité alimentaire, choix de notre modèle agricole et enjeux de santé et d'environnement et de protection de l'environnement. Et donc on a toute une première partie voilà, qui est une énorme vulgarisation typiquement sur la question du prix. Elle revenait systématiquement dans notre réseau, c'est-à-dire, comme tu le disais, en fait, ce truc de défiance en magasin, de mais oui, mais le label, j'y crois pas trop, mais en fait derrière, comment je sais que quelqu'un est payé? Donc on a fait un énorme effort pour bien comprendre d'où venait le prix payé au producteur, en quoi il était distinct du prix que vous avez en magasin, etc. Et on a fait un peu ça pour tout, et donc on a un gros kit d'animation pour s'approprier l'ensemble des sujets et débattre du coup de ces résultats. Et aujourd'hui, on en est à plus de 70 à 80 événements qui ont eu lieu, portés par les groupes locaux, partout en France. Et là, on s'en sert donc comme d'un outil particulier dans le cadre des municipales, en vue de se mobiliser pour aussi rien que se dire ça nous concerne collectivement et comment ça redonne une envie d'agir collectivement sur ce sujet et de sortir de l'impuissance dont tu parlais. Donc il y a aussi tout un set de recommandations, bien sûr, et là des moyens pour en débattre et de se dire sur mon territoire très concrètement, qu'est-ce que ces recommandations pourraient vouloir dire et comment on pourrait les mettre en œuvre, en plus avec cette échéance qui arrive des municipales 2026. Merci Marie, et derrière ça stimule aussi beaucoup d'initiatives citoyennes locales dont on parlera tout à l'heure. Mais Karine, ce sujet d'enquêter, donner à voir, dénoncer, c'est la manière dont vous travaillez à Foodwatch. Est-ce que tu peux nous en parler un peu ? Oui, avec plaisir, parce que en fait, il faut vraiment être dans la confrontation, alors non violente, hein, mais dans la confrontation. C'est-à-dire que une fois qu'on a posé le constat de ce système, qui est un système de domination en fait, de quelques-uns qui nous imposent encore une fois ce marché, ce système délétère, qu'est-ce qu'on fait? Donc moi je suis convaincue qu'il faut faire deux choses pour simplifier, hein, vraiment. Mais il y a deux familles d'actions en fait. Il y a les actions sur les alternatives, c'est-à-dire inventer autre chose, on va y revenir. Mais puisqu'il y a 70%, 80% du marché qui est contrôlé par ces acteurs-là, il faut aussi aller secouer le cocotier là-dedans, quoi. Et donc, en fait, il faut faire changer le système. Et pour faire changer le système, il faut casser ce qui, aujourd'hui, permet trop de pratiques abusives et à mon sens, c'est l'opacité et l'impunité de ce système, notamment. C'est-à-dire qu'il faut casser cette impression pour ces grandes marques et la grande distribution et les responsables politiques qui ne prennent pas leurs responsabilités pour défendre la santé publique et l'intérêt général, de les exposer. Voilà. Et il faut mettre un coup de projecteur, parce que quand vous mettez ces responsables industriels et politiques face caméra, avec un coup de projecteur, face à nos enquêtes, face aux évidences documentées scientifiques, en disant en fait là, il y a une épidémie de maladies chroniques, en fait les additifs nitrés, ils sont dangereux pour la santé, c'est prouvé. En fait, qu'est-ce que vous dites aux gens? S'ils sont obligés de dire publiquement « mais moi je m'en fous de la santé, parce qu'en effet je veux juste avoir une industrie compétitive et que du coup je ne veux pas mettre de règles, même si c'est pour la santé publique », c'est quand même plus difficile à dire publiquement. Voilà. Donc c'est à ça qu'on sert, et Foodwatch travaille évidemment en collaboration avec beaucoup d'autres acteurs, parce que c'est aussi la force de l'alimentation, c'est que c'est à la croisée des enjeux de pouvoir d'achat, d'environnement, de santé publique et même de démocratie. Mais le premier rôle que l'on se donne, en effet, c'est qu'on est tout petit, hein, on est 10, 11 maintenant, mais c'est pas grave, parce qu'on sait faire David contre Goliath en menant des enquêtes, en dénonçant publiquement et en exigeant des changements et en ne lâchant pas. Et je vous donne un exemple récent. Je pense que tout le monde ici a entendu parler du scandale des eaux en bouteille, des eaux soi-disant minérales, mais filtrées illégalement. Donc ça, c'est nos amis Nestlé Waters. Nestlé récidiviste, puisqu'on a déjà attaqué en justice Nestlé en 2022 dans le scandale, vous vous en rappelez sûrement, des pizzas Buitoni, où malheureusement ces pizzas contaminées à la bactérie E. coli avaient fait des dizaines d'enfants malades, et il y en a même 2 décédés. Donc on a
toujours cette plainte qui est en cours, et bien là on a reporté plainte. Parce que quand on a appris, suite au travail de journalistes de Radio France et du Monde, début 2024, que ça faisait des années que en fait Nestlé Waters et Source Alma sur cristalline, mais Nestlé Waters, je vous rappelle que c'est Perrier, Evian, Vittel et Contrex, que sur ces bouteilles-là, ça fait des années qu'en fait ils se sont rendus compte qu'il y avait parfois dans leur forage des contaminations E. coli, donc c'est quand même ça des sels, hein, ça vient de là, mais aussi des résidus de PFAS, vous savez ces polluants éternels qu'on retrouve partout dans l'environnement, et des résidus de pesticides. Ce qu'ils auraient dû faire, d'après la réglementation européenne, c'est immédiatement, d'abord, on n'utilise pas de filtre d'après la réglementation européenne sur une eau dite naturelle ou minérale. En fait, c'est censé être de l'eau minérale et naturelle, c'est-à-dire qu'on n'y touche pas, quoi. Et en fait, ce qu'ils auraient dû faire d'après la loi, comme toujours dans la production agroalimentaire, c'est que dès qu'ils se rendent compte d'un risque de contamination, informer les autorités publiques, informer les consommateurs, consommatrices et mettre des mesures en place. Okay ? Or, pendant des années, ils n'ont pas fait ça. Ils ont mis sous le tapis ces contaminations, ces résultats, et ils ont utilisé des filtres illégaux en disant « bah oui, mais quand même, on ne voulait pas que les gens se rendent malades. » Bah, encore heureux, merci. Sauf que vous auriez dû surtout arrêter de vendre 100 fois plus cher une eau en bouteille aux gens qui ont déjà des problèmes de pouvoir d'achat, en les prenant vraiment pour des idiots, sans les informer qu'en fait, vous appliquiez des filtres non seulement illégaux, mais qui en plus sont à peu près la même chose que l'eau du robinet. Okay, donc c'est une arnaque au prix, c'est une fraude massive, c'est totalement illégal. Et ce qu'on passe notre temps à dire partout, c'est pas parce qu'on s'appelle Nestlé, ou Lactalis d'ailleurs, ou Ferrero, qu'on a aussi attaqué en justice, qu'on est au-dessus des lois. Et donc on vous voit, on vous observe, et quand je dis on, c'est toutes et tous, hein, Foodwatch aujourd'hui c'est plus de 500 000 abonnés à la newsletter en à peine 10 ans. Parce que c'est ensemble qu'on leur envoie le signal de dire on ne va pas vous laisser faire sans rien dire. On vous observe, on vous voit et on va dénoncer. Et je vous la fais en version courte, mais ce qui s'est passé, c'est digne d'une série Netflix. Hein. Ce qui s'est passé, en fait, c'est que notre plainte qu'on a déposée au parquet, au pôle santé publique du parquet de Paris, a été délocalisée dans la région d'Épinal, parce que là-bas, il y a un certain nombre de forages de Nestlé. Ok, pourquoi pas. Et sauf que juste avant l'été, on a reçu un appel de notre avocat qui nous a informé qu'il y avait une transaction financière entre Nestlé Waters et, pour le coup, le tribunal d'Épinal. Je ne savais même pas que ça existait, ce genre de transaction, mais voilà, dont acte. Et on nous demandait à combien vous estimez le préjudice. Vous imaginez la tête que j'ai fait, à peu près celle-là. Et j'ai dit, mais non, mais en fait, on refuse. J'ai dit, non, mais vous ne pouvez pas refuser, en fait. Vous ne pouvez pas refuser qu'il y ait une transaction financière. En revanche, on a refusé l'argent. Donc, on a écrit au magistrat et on a communiqué publiquement pour dire, mais en fait, le préjudice, il n'est pas financier. Surtout qu'il y a Mediapart qui a documenté après que apparemment Nestlé Waters aurait fait ça illégalement pendant une quinzaine d'années et ça leur aurait rapporté 3 milliards d'euros. Donc autant vous dire que eux, les transactions financières, ils mettent une ligne provision pour crise, ils donnent quelques millions. En l'occurrence, là, ils ont donné 3 millions sur cette transaction financière et ils s'en foutent et ça ne fait pas changer les pratiques. Donc on a dit non, on a refusé l'argent de Nestlé et surtout on a reporté plainte. Donc on a reporté plainte en septembre, en visant évidemment Nestlé Waters et Source Alma pour ce qui les concerne, mais aussi les responsables, les représentants de l'État, qui manifestement ont été complices de l'affaire, et non seulement l'ont mis sous le tapis, mais ont même un peu maquillé ces fraudes. Voilà. Donc tout ça, c'est dans les mains de la justice, et j'ai une très bonne nouvelle. C'est que ça y est, depuis le début de l'année, février 2025, un an après, il y a un juge d'instruction qui a été nommé, notre plainte au parquet de Paris, elle suit son cours, et il y a une enquête judiciaire qui est en cours. Il y a une information judiciaire, véritablement, l'enquête par les juges est en cours. Et j'espère bien qu'elle ira jusqu'au bout et que les responsabilités seront établies et qu'il y aura un procès et qu'il y aura des sanctions dissuasives pour qu'enfin on dise la loi, elle est pour tout le monde. Et moi, j'en ai marre d'avoir, en fait, à dénoncer des scandales. Franchement, ça ne m'amuse pas, je préférerais aller surfer. Et en plus, ça m'agace parce que j'ai l'impression qu'on m'oblige à contribuer à une espèce de climat d'anxiété où finalement on arrive à faire que peur aux gens. On ne va pas avoir peur, c'est pas la peine, on peut changer tout ça. Mais par contre, face à ce qui se passe, en effet, il faut qu'on soit déterminé, il faut qu'on soit indépendant, il faut qu'on soit solidaire en coalition aussi avec plein d'autres acteurs, et il faut qu'on ne lâche pas. Parce que pour le moment, ils profitent du pas vu, pas pris. On continue, quelles que soient les conséquences sur la santé publique, sur les coûts sociaux et environnementaux, et sur notre environnement, notre biodiversité. Et je rappelle, quand on parle d'environnement, ce n'est pas un truc d'écolo bobo, hein. C'est aussi notre survie à toutes et tous, et c'est aussi
notre outil de production agricole de demain. Merci Karine. Et c'est formidable d'avoir des acteurs comme vous et comme plein d'autres qui font ce travail-là. Et à titre plus local et plus individuel, donc ce que nous, on a pu voir à la Fondation Carasso pendant des années, c'est qu'en fait, les initiatives citoyennes locales se sont vraiment multipliées ces dernières années pour vraiment réinventer depuis l'échelle individuelle, collective, localement, les systèmes agricoles et alimentaires qu'on souhaite demain. Et beaucoup de ces initiatives sont des initiatives qui se réclament de la justice alimentaire et qui cherchent à retrouver un équilibre entre les enjeux de pouvoir d'achat et les enjeux d'accès à une alimentation qui soit à la fois saine et qui protège l'environnement et rémunère correctement les paysans-paysannes. Et donc le Secours catholique, vous êtes très impliqué dans ces mouvements-là, au niveau local et au niveau collectif. Est-ce que Marie, tu peux nous en parler un peu Oui, avec plaisir, même si effectivement je rejoins tout à fait les constats, et un des éléments importants dans le rapport est aussi de dire, en fait, tant qu'on ne touche pas à ce qui se passe au milieu de chaîne, rien ne changera pour l'ensemble, enfin, pour toutes ces dimensions qu'on a mentionnées. Donc on était complètement co-porteurs des propositions de meilleur encadrement des marges, de aussi pourquoi pas imposer les mêmes obligations qu'on oppose à la restauration collective à la restauration commerciale pour augmenter les débouchés dans une production plus durable, etc. Et après, en termes de... En fait, moi, je vais rassembler tout cet enjeu d'alternative autour de l'enjeu démocratique dont on parlait. Pour nous, le bénéfice, il est énorme aussi sur cet aspect-là. C'est-à-dire de saisir vraiment de l'enjeu de l'alimentation. Ça va être complètement banal ce que je vais vous dire, mais d'une opportunité vraiment pour la cohésion sociale et pour notre viabilité démocratique, quoi. Nous, on le perçoit dans tous ces projets qu'on appelle alternatives, mais dans lesquels on va mettre un effort très important d'animation pour assurer la participation de tout le monde, y compris donc de personnes qui sont très éloignées du sujet ou qui n'ont pas forcément le même temps que nous, la même disposition que nous pour y participer. Donc quand on parle de ces alternatives, typiquement, ça va être localement des caisses alimentaires locales, donc qui vont proposer à chacun d'avoir une même somme d'argent pour dépenser sur une alimentation durable, mais auparavant choisie, sélectionnée par les habitants et habitantes d'un quartier pour se dire ensemble où est-ce qu'on veut acheter avec cet argent notre alimentation, pour soutenir quoi, pour soutenir quelle filière, quel système. Et donc souvent est nécessaire d'avoir en place un comité citoyen qui va évoluer ensemble sur ces enjeux, se les approprier pour ensuite décider collectivement de comment est utilisée cette nouvelle carte, qui est une carte inspirée de la carte de votre carte d'assurance maladie, carte vitale, pardon, puisque souvent ces caisses alimentaires locales donc, sont inspirées de cette idée de la sécurité sociale de l'alimentation, qui vise donc à avoir pour tout le monde, normalement financé par un système de cotisation sociale, un montant suffisant pour s'alimenter dans les lieux où on les a choisis collectivement. Donc ça, c'est typiquement une alternative, mais en fait, cet enjeu démocratique, nous, on le perçoit quand on le fait aussi dans des groupements d'achat avec des personnes concernées dans lesquels on va venir soutenir l'achat de produits dedans, dans des épiceries sociales qui sont en mixité, c'est-à-dire où tout à chacun peut aller faire ses courses, mais ça ne se voit pas en caisse puisqu'on a des cartes magnétiques, typiquement. On peut dire aussi dans tout ce qui essaye de faire du lien, en fait, dans des lieux entre toutes ces initiatives aussi. Bon, on peut appeler ça des tiers-lieux, mais par exemple, on a dans le réseau une maison qui propose des cafés à qui veut quand il le souhaite. Il y a une cuisine qui sert à des personnes hébergées en situation d'urgence pour venir faire leur cuisine très directement et en même temps partager un moment avec d'autres qui sont présents, qui vont faire une activité culturelle et donc s'organiser dans une autre salle pour en discuter. Enfin, voilà, un lieu qui va vraiment proposer un ensemble d'activités liées à l'alimentation, où vous pouvez recevoir vos paniers aussi du groupement d'achat à côté. Mais ce qui nous importe, nous, c'est comment ces mondes se croisent dans ces espaces, donc y compris avec le monde agricole, pour que chacun et chacune comprenne effectivement les contraintes des uns et des autres et retrouve la volonté d'agir ensemble. Et pour illustrer un peu la conviction qu'on a de cette force possible autour de l'alimentation, je voulais juste vous lire les mots de quelques, si c'est possible, des groupes qui ont participé à l'étude, donc qui ont fait 2 ans de cheminement ensemble comme ça autour des coûts cachés de l'alimentation.
et qui aujourd'hui d'ailleurs porte un projet de tiers-lieu ensemble, qui vise encore une fois à répondre aux enjeux de rémunération, d'accessibilité à une alimentation durable. Et voici ce qu'ils ont dit. Alors je ne vous dis pas tout le texte, il est en ligne si vous voulez le retrouver sur notre site. Mais ils ont conclu ainsi, donc là, ils ont ouvert d'ailleurs la présentation première de l'étude en septembre. Durant près de 2 ans, nous nous sommes retrouvés pour cuisiner, débattre, échanger autour de l'alimentation, de notre santé. Nous avons visité des fermes, des magasins de producteurs, nous sommes allés à Paris, au Salon de l'Agriculture. Durant près de 2 ans, nous avons partagé nos quotidiens, nos expériences personnelles, intimes. Nous, agriculteurs et agricultrices, nous avons appris à changer de regard sur la précarité alimentaire et pris conscience que c'est aussi du stress, de l'humiliation, de la honte et de l'angoisse. Nous, consommateurs et consommatrices, nous avons pris conscience des difficultés des agriculteurs et des agricultrices, du travail immense qu'il y a pour produire sans polluer la terre, sans polluer les cours d'eau. Ensemble, nous avons pris conscience à quel point nous sommes dans un système qui génère de la pauvreté et de l'injustice. Ensemble, nous avons déconstruit des mythes et ici, notre avis a compté. Maintenant, nous avons soif de démocratie. Voilà, ça peut paraître pas grand-chose, mais pour nous, c'était énorme dans le climat qu'on connaît, de désillusion du politique. Voilà, d'avoir ces espaces en fait où se recréer une confiance dans le faire ensemble. Et vraiment, l'alimentation pour nous, c'est le lieu et le sujet auquel qu'il faut saisir absolument là et dans le contexte qui vient, que ce soit pour changer véritablement le contexte ou pour recréer des liens de solidarité qui seront absolument essentiels dans la période qui s'offre. Merci beaucoup Marie, c'était très beau, donc je propose de clore cette partie de la table ronde sur ces témoignages et on tenait absolument à garder un temps assez conséquent d'échange avec vous, toutes et tous, donc normalement il y a un micro qui va circuler, sinon je vous passerai le mien et n'hésitez pas à poser des questions, on va en prendre plusieurs, il faut se lancer, c'est la plus dure, la première est toujours la plus dure. Il n'y a pas de mauvaises questions. C'était par rapport justement, moi je suis complètement d'accord avec vous et alignée sur le fait que l'alimentation c'est vraiment le sujet pour lequel on peut agir tous ensemble pour cette démocratie participative, mais pas celle dont parlent nos politiciens et qui font tout autre chose, mais vraiment la vraie, en mobilisant toutes les associations, les gens qui ne sont pas dans les associations, les parents d'élèves, etc. Est-ce que vous avez entendu parler du dispositif Ordonnance verte qui a démarré par le réseau des médecins alerte pesticides, médecins généralistes qui sont à l'initiative de ça. Et puis par ailleurs, est-ce que vous avez eu des témoignages de personnes qui sont issus de l'immigration, qui ont des questions religieuses, qui hésitent à mettre leurs enfants à l'école parce qu'ils ont peur que ça soit pas, qu'ils mangent des produits qui ne sont pas conformes à leurs croyances, mais qui voient qu'à travers l'alimentation plutôt végétarienne, on va au-delà de ces éléments qui peuvent être clivants parce qu'on ne peut pas manger du poisson comme ci ou de la viande comme ça. Est-ce que vous avez des retours de témoignages de gens disant l'alimentation végétale, c'est quand même cool parce que ça permet de mettre tout le monde d'accord. Et en plus, dans les pays Afrique du Nord, Afrique, Inde, etc., on a vraiment une diversité, une richesse, ou Asie, une richesse de recettes végétales qui sont géniales et savoureuses. Est-ce qu'il y a une autre question pressante? Sinon, on vous laisse le temps de réfléchir à vos questions et on passe la parole aux intervenants. Peut-être répondez, ça va laisser le temps. Ça marche. Je pense juste sur les médecins. Je te laisse plus sur les témoignages de terrain, bien sûr, Marie. Merci d'avoir parlé des médecins parce qu'en fait, effectivement, moi j'ai dit santé publique 17 fois depuis le début. Il faut continuer à le marteler et on travaille bien sûr avec des scientifiques et des médecins. Et souvent, dans ce genre de rencontres, il y a des médecins qui viennent aussi me voir et j'avoue que ça me touche aussi à chaque fois en disant mais oui, il faut y aller, il ne faut pas laisser faire. Et eux, ils voient au premier chef ce qui se passe. Et d'ailleurs, les agriculteurs, agricultrices sont les premières victimes de l'usage des produits phytosanitaires de synthèse pour lesquels on essaie de nous faire croire que
on en a besoin pour nourrir la planète, ce qui bien sûr est faux et ne sert qu'à quelques-uns. Je ne connaissais pas Ordonnance verte, je vais regarder. Merci pour ça. Ok, merci beaucoup. Et effectivement, il y a plein d'initiatives, et merci pour ça. C'est vraiment, il faut qu'on soit dans le partage. Il y a plein d'initiatives, que ce soit de démocratie alimentaire, que ce soit effectivement de la part des médecins. Même les scientifiques aujourd'hui, si peu entendus, se sont organisés, un certain nombre d'entre eux, pour être scientifiques en rébellion. Voilà, donc ça bouge dans tous les bouts de la société. Et les médecins, c'est hyper important de les associer en effet et qu'on se suive mutuellement, parce que c'est eux qui sont au premier chef et ils sont quand même aussi entendus. Donc il y a beaucoup de coalitions, et notamment autour des pesticides, qui sont super intéressantes. Merci. Oui, sur la deuxième, ou peut-être aussi sur la première, je suis complètement d'accord avec vous sur la démocratie participative. D'ailleurs, il y avait tout un volet aussi dans notre étude sur démocratie au niveau institutionnel, ce qu'il faut changer dans les instances représentatives pour que les choses changent, notamment rien que les chambres agricoles, en fait, comment elles sont plus ouvertes à la société civile, par exemple, ce genre de choses. On pourrait dire des éléments similaires sur les plans alimentaires territoriaux. On avait quelques propositions sur les diagnostics, comment ils sont faits, ensuite peut-être comment ils sont suivis avec une assemblée un petit peu plus large. Enfin, des choses voilà, sur ce volet-là, et sur un accent, comme je disais aussi, sur l'animation. En fait, souvent ce qu'on rencontre, c'est très opérationnel, mais dans les projets que l'on porte, on est très suivi financièrement sur de l'investissement. Vous avez besoin d'un frigo, d'accord, vous avez besoin d'un camion pour faire votre épicerie itinérante. Par contre, très peu sur les frais de fonctionnement, qui sont en fait des frais d'animation essentiels. Et sans animation, cette éducation populaire qui permet cette démocratisation n'est pas possible. Donc on insiste énormément, on a chiffré tout ça pour montrer que c'est vraiment le minimum à assurer pour cet effet recherché. Et sur la restauration scolaire, alors pour être honnête, oui, on l'a déjà entendu, mais la première cause d'inaccessibilité qu'on a en retour, c'est les impayés, enfin la ressource financière en fait. Donc après, on va le prendre de manière globale et traiter du changement de l'approvisionnement qui passe effectivement, qui peut être fait aussi parce qu'on passe par plus de végétalisation. Donc voilà, d'une certaine manière, on fait d'une pierre deux coups parce que le premier retour est quand même je ne peux pas payer la cantine de mes enfants. Ah, bravo à vous, si vous êtes dans l'équipe de Saint-Denis. En fait, ça va. Vous avez en partie répondu, je pense, mais... On vous entend pas. Ah, je vais peut-être m'approcher. Un, deux. Regardez si c'est vert le micro. Ouais, c'est vert. Un, deux. Ouais. Un, deux, ça marche? Ouais. Je suis pas original, je pense que c'est la chaleur. C'est pour ça que j'ai posé la question dans la conférence d'avant sur le changement de l'agriculture. C'est la même. En France, je crois qu'on a eu une erreur, ou peut-être en Europe, hein, c'est qu'on fait des lois et après, les lois, elles se promènent et il n'y a pas de décret d'application. Et pour revenir sur la question de madame et ma question de tout à l'heure, c'est, je pense, la priorité, c'est quand même dans la restauration collective. Je crois qu'il y avait une loi et la loi Egalim, et puis il y avait, je crois, 20% d'obligation de bio. Alors, au lieu de recréer des lois, je voulais savoir où s'en était justement, où s'en était de cette loi du suivi. Moi, j'avais cru entendre il y a 7-8 ans, il y avait des grosses difficultés. Et quand on touche la restauration collective, on parle des enfants, mais ça touche beaucoup de monde quand même. Et c'est des lieux qui sont déjà organisés, qui touchent du monde. Je ne sais pas si c'est prioritaire ou ça fait partie des actions plutôt que de recréer une loi ou une autre alerte. Parce que des alertes, je pense que ça fait longtemps qu'on a des rapports sur les alertes dans tous les domaines. Là aussi, il y a une prolifération de rapports. Et c'est pour ça que j'essaye de me raccorder à une loi, quoi. À une loi, quelque chose qui sera applicable dans toutes les écoles de France. Et on ne choisira pas forcément X ou Y. Je pense qu'il vaut mieux avoir la vision républicaine pour faire avancer les choses. Enfin, voilà, sur cette loi restauration Egalim, où on en est.
Oui, effectivement, il y a déjà des cadres juridiques, mais d'ailleurs, je pense qu'il y a des personnes dans la salle, enfin, je ne vise pas, mais sur la restauration, qui pourraient peut-être mieux répondre que moi, parce que je n'ai pas suivi autant. Il me semble que, en tout cas, pour le volet objectif alimentation durable en scolaire, on n'est pas trop mal, mais que c'est dans le niveau médical, on est très mauvais sur le sujet au stade. J'ai l'impression que c'est quand même suivi. À vrai dire, aujourd'hui, les indices, il y a Ma Cantine qui a été mis en place pour faire des recensements de où on était chacun sur chaque domaine de la loi. Tout ce qui est toujours problématique derrière, en fait, c'est comme la tarification, enfin, c'est comme l'accessibilité à la cantine par la tarification sociale. C'est parfois que ce n'est pas forcément mis en place ou qu'il y a besoin d'un soutien supplémentaire des collectivités pour qu'elles arrivent à atteindre les objectifs posés par la loi. Donc c'est toujours la question après des moyens mis à disposition pour répondre à des objectifs que fixe une loi. Donc je pense qu'il y a des bonnes choses qui sont faites pour le coup sur la restauration scolaire, qu'il faut absolument améliorer sur le volet médico-social et médical, donc dans les hôpitaux, les EHPAD, ce genre de lieux. Et après tirer, à notre sens, c'est ce qu'on montrait dans le rapport, pour vraiment avoir des effets filières et fait un peu plus masse sur la production, comment on commence à répercuter aussi sur la restauration commerciale, à discuter de ce qui se passe donc dans la restauration commerciale à partir de l'exemple de la restauration collective. Peut-être si votre question elle est sur l'Europe, du coup je la prends, parce que quand on parle loi, on parle aussi niveau européen. Ouais. Qu'est-ce qui se passe au niveau de l'Europe pour ouais. Ouais. C'est hyper intéressant, et du coup je reviens aussi sur votre question sur la loi là-bas, parce qu'en fait il faut que ça se passe à l'échelle européenne, et d'ailleurs 90% de la réglementation sur l'alimentation aujourd'hui elle est européenne. C'est pour ça que Foodwatch, encore une fois il n'y a pas que Foodwatch, on travaille aussi avec plein d'autres assos, mais je parle de là où je connais le mieux, et en tout cas c'est pour ça qu'on a décidé d'avoir une influence à l'échelle européenne en étant présent dans différents pays européens, et pour in fine infléchir les politiques européennes. On l'a fait par exemple avec le E171, qui était un additif, le dioxyde de titane, dangereux pour la santé. Avec d'autres associations, on a réussi à le faire interdire. Je vous donne des bonnes nouvelles aussi. On a réussi à le faire interdire en France en 2020. Et après, on n'a pas lâché pour obtenir une interdiction élargie à l'échelle européenne en 2022. Pareil sur le Nutri-Score, pareil sur plein de trucs. Et c'est hyper important. Donc aujourd'hui, l'ambiance, elle est pas bonne. D'accord, mais comme je ne connais pas beaucoup d'endroits dans le monde où malheureusement on a des bonnes nouvelles. Et en vrai, non seulement elle n'est pas bonne, mais on a plutôt des politiques qui nous font revenir en arrière sur des avancées qu'on avait obtenues de haute lutte au niveau des politiques européennes, et notamment ce qu'on appelait le Green Deal, qui était le pacte vert. Et la partie du Green Deal qui correspond à agriculture, alimentation, ça s'appelait Farm to Fork, donc de la fourche à la fourchette. Et on avait obtenu dans ces stratégies au début des années 2020, là, des avancées. Il y avait par exemple un objectif de réduire l'usage des pesticides de synthèse de 50% d'ici 2030. Il y avait pour la première fois la mention d'un logo nutritionnel obligatoire. Quand on a vu le mot mandatory, on était hyper content parce que ça fait des années qu'on le réclame. Et malheureusement, la conjonction de lobbies dont les stratégies seront bien connues, et pareil, là, je les dénonce pour qu'on les casse un peu, mais la conjonction des lobbies qui ne défendent que leur intérêt privé, malheureusement, et de responsables politiques, en fait, ultralibéraux, néolibéraux, très conservateurs au pouvoir aujourd'hui. Et je dois dire que l'arrivée d'un certain nombre de représentants et députés européens d'extrême droite n'arrange rien, parce que quand on regarde les votes, il faut quand même être bien conscient que là aussi on a un double discours de on veut défendre les gens, sauf qu'en fait ils votent toujours contre les mesures qui pourraient protéger justement la santé publique, l'agriculture contre les pesticides, etc. Bref, on a un vent politique contraire, des lobbies très forts, et donc on peut déprimer, sauf qu'il faut faire le contraire. Il faut justement tenir bien la digue et plus que jamais se serrer les coudes et tenir. Pourquoi ? Parce que les lois sont hyper importantes, et que quand on obtient une loi, c'est hyper important parce que ça veut dire qu'il y a la même règle du jeu pour tout le monde. Du coup, il y a la même protection pour tous les citoyens et citoyennes, en France et quand on y arrive en Europe, mais aussi parce que c'est la même règle du jeu pour toutes les entreprises. Donc celles qui sont vertueuses, elles sont déjà dans la loi, et celles qui font n'importe quoi, du coup on peut les remettre dans le cadre. Et après, quand il y en a qui du coup se croient tellement tout permis, qui se mettent à faire des choses illégales, on peut quand même les attaquer, quoi. Voilà, c'est ce que j'ai raconté tout à l'heure. Alors que quand il n'y a pas de loi, alors du coup c'est un peu le règne du pas vu, pas pris, et puis finalement on laisse encore plus couler.
Et il ne faut pas qu'il y ait une multiplication de lois, un truc qui n'a pas de sens, mais il faut faire respecter la loi qui existe déjà. Et quand même, quand il y a des trous dans la raquette hyper concrets, il ne faut pas hésiter. Et moi, ce qui m'énerve aujourd'hui, c'est que le gouvernement, depuis plusieurs années, justement, refuse d'acter des règles de santé publique et de protection des gens, ou même de faire respecter des droits fondamentaux comme le droit à l'alimentation, par des lois, sous prétexte qu'il ne faut surtout pas mettre de bâton dans les roues des entreprises et qu'on va se contenter de les responsabiliser sur des engagements volontaires. Et je donne 2 exemples. Les fameux nitrites, parce que quand même, nous, on a une pétition à plus de 500 000 signataires, et clairement, le sujet politique, il est connu, et les gens veulent qu'on enlève les substances dangereuses pour la santé quand c'est possible, c'est quand même le b.a.-ba. Mais malgré tout, ils ont accouché, le gouvernement, et je les ai vus plein de fois, ils ont accouché d'un plan d'action qui est un plan d'inaction, avec un pauvre engagement volontaire des entreprises, qui en fait ne protège personne. Et le 2e exemple, c'est une campagne aussi qu'on mène avec beaucoup d'autres associations. On demande un truc que l'Organisation mondiale de la santé demande, c'est quand même pas la Lune, c'est l'encadrement du marketing et de la publicité, précisément qui cible les enfants pour des produits trop gras, trop sucrés, trop salés. Quand on sait qu'en France, on a un enfant, un adolescent sur 6 en surpoids ou en obésité, ça mérite une loi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il ne faut pas en mettre n'importe où, n'importe quand, mais quand c'est pour un peu siffler la fin de la récré pour protéger la santé et notamment des enfants, là, ça mérite une loi. Et bien pourtant, et malgré le fait que plein de parlementaires l'avaient soutenu, le gouvernement bloque parce que le gouvernement préfère défendre la soi-disant liberté d'entreprendre des entreprises plutôt que les citoyens. Et les lobbies ne s'y trompent pas. Pardon, je conclue là-dessus parce que je suis trop tentée parce qu'on a eu l'info cette semaine. Les lobbies ne s'y trompent pas sur le fait que les lois, ils n'aiment pas ça. Et c'est bien que ça sert à quelque chose. Et je prends l'exemple de Phytéis, qui est le lobby des pesticides. Quand il y a eu, en 2018, avec Egalim, qui avait décidé de pas mal de mesures, il y a eu à ce moment-là la décision dans Egalim d'interdire la production et l'exportation depuis la France de pesticides interdits d'usage en Europe. Parce que oui, il y a des pesticides qu'on a fini par interdire d'usage en Europe, mais qu'on continue à produire et à exporter dans d'autres pays parce qu'on peut bien les exposer, quoi. Eh bien, quand cette loi a été votée, Phytéis n'a rien trouvé de mieux que d'essayer de l'attaquer devant le Conseil constitutionnel. En disant, mais non, cette loi, elle n'est pas légitime. Donc en fait, ils essaient de bloquer en amont pour surtout pas qu'on adopte des lois de protection parce qu'ils voient leurs pauvres intérêts mis en danger. Et même quand on obtient une loi, ils l'attaquent. Et en fait, ils ont refait ça quand il y a eu la fameuse loi pour interdire des néonicotinoïdes, que la loi Duplon est en train de nous faire rentrer par la fenêtre, d'ailleurs, si vous suivez l'actualité pesticides. Eh bien, cette semaine, le Conseil d'État a redit, mais en fait, Phytéis, allez jouer ailleurs, cette loi, elle est tout à fait valable. Mais les lobbies cherchent en permanence à bloquer les lois et à attaquer les lois, parce que des lois, oui, c'est censé être protecteur si on les fait respecter. Merci Karine. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Des timides qui ont changé d'avis? Non? Vous vouliez reprendre la parole? Oui, merci. Je voulais savoir, j'ai appris il y a 7-8 ans que finalement, ce n'était pas les normes ISO qui pilotaient l'agroalimentaire mondial, qui est déjà piloté par les entreprises. J'ai appris qu'il y avait un organisme piloté à moitié par Walmart qui définissait quasiment les règles de qualité nutritive, technologique. Et c'est un organisme ISCE ou quelque chose comme ça. Est-ce que ça vous dit quelque chose en matière de lobby? Alors là, ça vient plutôt des grandes surfaces, hein, des grandes surfaces mondiales. Et on m'a dit qu'en fait, non, c'est eux qui déterminent les lois entre eux, qui après l'imposent à tous les gouvernements mondiaux. C'est une conférence à l'école vétérinaire avec 300 ingénieurs, hein, enfin une association d'ingénieurs. Ça s'appelle les codes. Et en fait, il y a des codes thématiques. Il y a le code de la charcuterie, il y a le code il y a tous les codes en fait de tous les secteurs alimentaires. Et en fait, c'est des codes qui sont effectivement définis sur base volontaire. Donc en fait, c'est les entreprises du même secteur. C'est les entreprises du même secteur qui définissent entre elles les codes d'usage. Voilà, par exemple, dans le pâté, pour pouvoir dire pâté de canard, il faut qu'il y ait au moins 20% de canard. Du coup, maintenant que je vous ai dit ça, amusez-vous à regarder les étiquettes. Vous allez voir qu'en général, il y en a 20 ou 21. Non, parce que c'est pas la peine d'en mettre plus. Et peut-être qu'ils ont changé le code d'usage à l'époque, on a dénoncé ça il y a quelques années déjà. Mais en fait, c'est des codes d'usage. Et en effet, ce qui n'est pas réglementé par la loi,
Du coup, eux se mettent d'accord entre eux sur comment ils font et qu'est-ce qui détermine les labels qu'ils peuvent mettre et tout ça. Et après, ils le font valider. En fait, c'est même pas valider, c'est une espèce de partage avec la DGCCRF, qui est la répression des fraudes. Ce qui veut dire que quand la répression des fraudes fait des contrôles, c'est sur la base de ces codes d'usage. Ce qui est le plus scandaleux avec ces codes, c'est qu'ils ne sont même pas accessibles publiquement. Il faut payer et c'est très cher. Ça veut dire que les citoyens et les citoyennes n'ont aucun moyen de savoir de façon accessible et gratuite, en fait, qu'est-ce qu'il y a derrière ces codes et qu'est-ce qui régit effectivement ces produits filière par filière. Ça fait partie de ce que je dénonçais il y a 2 minutes, qui est vraiment les engagements volontaires. Et moi, je ne suis pas en train de dire il faut tout verrouiller partout, tout le temps. C'est OK, en fait. Pareil, que les entreprises fassent des marges et des profits, c'est OK, bien sûr. Mais il y a des lignes rouges. Et ces lignes rouges, c'est la santé publique et les droits fondamentaux. Donc, quand ces codes ne permettent pas, j'allais dire, de défendre la santé publique, voire au contraire aggravent la situation, c'est à l'État d'agir. Et c'est juste ce que je dis. Moi, je ne veux pas de l'État partout, tout le temps, sur n'importe quoi. Je dis juste que je veux que l'État joue son rôle de protéger les citoyens et les citoyennes. Et les responsables politiques aujourd'hui, il ferait bien de se réveiller un peu sur ces sujets-là, parce que la cocotte minute, elle est là. Enfin, les gens, ils en ont vraiment marre de voir qu'on les prend pour des idiots, qu'on leur bouffe leur pouvoir d'achat, et qu'en plus, on les oblige, du coup, à acheter des produits qui sont non transparents sur leur composition, et qui ne leur laissent pas le choix. Et tu disais qu'il y a des municipales. Il y a des municipales en 2026, il y a des présidentielles en 2027. On ferait bien de se ressaisir côté politique et nous de se serrer les coudes pour faire advenir une société plus juste et plus durable. Merci. Et est-ce qu'il y a une question pressante de quelqu'un? Ah, monsieur. Pardon. Merci beaucoup. Ce n'était pas une question, c'était juste pour vous remercier toutes les deux pour ce que vous avez dit et ce que vous faites. Moi, c'est des questions qui m'intéressent depuis très très longtemps, comme beaucoup de citoyens. Et depuis 18 mois, j'ai un frère qui a un cancer du pancréas. Et donc, ça devient très très concret. Et l'enquête que Le Monde a publiée il y a quelques jours montre que les cancers du pancréas explosent, en particulier en France, qu'on est un des 2 pays. C'est pas, on est un des 2 pays où les cancers du pancréas augmentent le plus de façon massive et dramatique, et que c'est lié en particulier à nos habitudes alimentaires ou à ce qu'on nous donne ce qu'on nous fait prendre comme habitude alimentaire et aux habitudes des agriculteurs. Et pour aller dans le sens de ce que disait Karine, mais j'ai approuvé tout ce que vous disiez, j'étais il y a 2 ans à Bruxelles quand les agriculteurs en colère ont débarqué, et j'ai passé 3 heures avec les agriculteurs et agricultrices qui étaient là. Et quand tu disais que les agriculteurs sont parmi les premières victimes et le savent, eh bien, ils ont dit qu'ils étaient les premières victimes du dérèglement climatique, parce qu'une partie de la droite a essayé de dire au nom des agriculteurs, on va arrêter le Green Deal. Et il y a eu une question des journalistes, et très clairement, le chef des agriculteurs en colère a dit « Nous sommes les premières victimes du dérèglement climatique, on n'a rien contre le Green Deal, on veut juste qu'on nous aide ». À l'époque, la FNSEA n'était pas là, c'était des vrais agriculteurs. La FNSEA a débarqué 15 jours plus tard pour récupérer le mouvement. Et après ça, ils parlaient, j'ai passé plus de 3 heures avec eux et elles, et ils parlaient spontanément du collègue qu'ils avaient enterré il y a 15 jours, parce qu'ils voient bien, quand on prend le temps de parler avec eux, il y a d'abord une demande de dignité, une demande de revenus, mais la question de la santé, ils ne sont pas débiles. Hein. Ils voient le copain qu'on a enterré, ils voient le viticulteur qui est mort, ils voient celui qui s'est suicidé, parce qu'il voilà. Donc il y a effectivement, je ne veux pas être trop long, mais le cynisme dont vous parliez pour les entreprises de l'agroalimentaire ou des pesticides. Moi, je travaille avec Jean Jouzel sur les questions de climat. J'étais encore ce matin avec Jean qui est écœuré par le cynisme des grandes entreprises pétrolières et le manque de courage des politiques. Voilà, je voulais juste vous remercier pour votre sérénité. Et quand Karine disait on continue, la période est difficile, mais on continue, merci. Voilà. Merci beaucoup. Et du coup, peut-être un mot de conclusion. Enfin, je suis ravi si vous voulez continuer à échanger, mais pour peut-être boucler un peu la boucle. Merci beaucoup, et surtout vraiment c'est ensemble, je le pense sincèrement, c'est-à-dire que en face, la stratégie de diversion dont je parlais tout à l'heure, c'est une chose, mais il y a une autre stratégie qui est utilisée pour nous faire taire, nous collectivement. C'est la stratégie du diviser pour mieux régner. Okay ? Donc en permanence sur ces sujets agriculture-alimentation, on entend quoi? On entend que c'est quasiment la faute des consommateurs qui veulent des produits pas chers si les producteurs et les productrices ne sont pas rémunérés dignement. C'est faux. Bien sûr que si on a la volonté politique et qu'on y travaille ensemble et qu'on tord le bras à ceux qui ne veulent pas changer le système aujourd'hui, bien sûr qu'on peut arriver à une alimentation saine, durable, choisie pour tout le monde, qui rémunère de façon juste les producteurs et qui soit accessible à tous les citoyennes et citoyens. La deuxième opposition qu'on entend tout le temps, c'est la production agricole versus la protection de l'environnement.
Vous entendez la petite musique? Quand les agriculteurs étaient en colère sur leurs tracteurs, c'était à cause de quoi? À cause des mesures environnementales, bien sûr. C'est insupportable. Ça fait beaucoup trop de mesures. Ça empêche de travailler. Et puis surtout, vous voyez bien qu'avec les risques de guerre partout, eh ben, il faut produire plus pour nourrir tout le monde. Et donc, il faut surtout produire plus avec plus de pesticides et il ne faut surtout pas les réduire. Donc tout ça, c'est faux, en fait, et c'est fait pour nous enfumer. Donc bien sûr que la production agricole et la protection de l'environnement, il ne faut pas les opposer. Elles doivent aller main dans la main. Et je vous invite d'ailleurs dans la série les bouquins et les sources d'informations qui nous permettent de prendre conscience de ces systèmes. Je vous invite à lire Champ de bataille, qui est la nouvelle enquête de Inès Leroux, super journaliste d'investigation et lanceuse d'alerte qui avait déjà travaillé sur algues vertes. Et Champ de bataille, ça parle du remembrement et comment justement on en est arrivé à cette agriculture très intensive avec des exploitations, j'allais dire fermes, mais c'est même pas des fermes, c'est des exploitations de plus en plus grandes aux mains d'une minorité et on est en train de perdre beaucoup de nos paysans et paysannes. Et je veux redire aussi là, pour les agricultrices et agriculteurs, on ne va pas nous diviser pour mieux régner. Bien sûr que la plupart des agricultrices et agriculteurs, on leur a imposé ce système. Le remembrement, on leur a imposé. Les endettements pour avoir toujours plus de rendement, toujours plus d'intrants, on leur a imposé. Et ils sont enfermés dans ce système. Bien sûr que la transition, il faut la penser en les accompagnant. Mais je veux redire aux agricultrices et agriculteurs, comme à toutes les citoyennes et citoyens, on a le choix. Rien de tout ça n'est une fatalité. On veut nous faire croire qu'on est impuissant et qu'on doit rester enfermé dans ce système qui détruit la santé et le vivant, et l'égalité et la démocratie. Eh bien non. Voilà, tenons tête, accompagnons aussi les PME qui ont besoin de changer dans cette transition, accompagnons tout le monde de façon concrète, en s'attelant aussi à la complexité parfois de cette transition, mais décidons qu'on sort de ce système et on va vers un autre modèle qui nous conviendra beaucoup mieux et surtout à l'intérêt général et à toutes et tous et aux vivants. Merci Karine. Marie, un dernier mot? Ouais, comment passer après tout ça? Non, mais je suis complètement d'accord, évidemment, mais peut-être par rapport à ce que vous disiez, nous, l'enjeu derrière cette étude, c'était aussi comment on a d'autres porte-paroles et des porte-paroles qui sont extrêmement légitimes aux yeux de la population. Dès que des membres de Solidarité Paysans prenaient la parole, effectivement, ils ne représentent pas les mêmes agriculteurs dont on parle, qui se sont mobilisés au moment des séquences que vous mentionnez et qui effectivement témoignent de la multiplication des maladies de Parkinson, des leucémies dans leur entourage, et ça fait écho systématiquement dans les lieux où on passe aux situations. De la même façon, des personnes qui vont raconter ce qui se passe, quand ça veut dire quoi être en situation de précarité alimentaire. Et donc tout notre enjeu, c'est comment on a d'autres porte-paroles et qu'on ose désormais arrêter de se taire, en fait, c'est ce que tu disais, parce que voilà, on allait aussi vers des élus pour un peu donner confiance à notre réseau, de leur dire si vous êtes légitime. Je pense qu'il y a un problème aussi de manque de confiance un peu global et de se dire tout ça ne sert plus à rien. Mais les élus peuvent redire, nous, des citoyens qui viennent nous parler, ça nous fait peur, donc profitons-en d'une certaine manière. Je pense qu'il faut qu'on continue à hausser le ton et qu'on n'arrête pas d'une certaine manière et qu'on fasse monter ces autres porte-paroles qu'on n'entend pas assez sur les questions agricoles, de lutte contre la précarité aujourd'hui et qui sont des acteurs légitimes. Voilà, donc ne nous taisons plus, ça serait le mot de la fin pour moi. Merci beaucoup. On va s'arrêter là. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre énergie.